Je vais commencer tout de suite parce que ce que je dis, vous l'avez déjà entendu. Eux ne l'ont pas encore entendu. Et puis, comme ça, on gagne quasiment 10 minutes pour qu'ils arrivent tranquillement, les collègues. Donc, messieurs les présidents, mes chers collègues, la commission des affaires économiques qui s'est réunie hier après-midi pour entendre les jeunes agriculteurs achève avec vous cet après-midi son premier cycle d'audition consacré à la situation et aux attentes du monde agricole. Après avoir reçu les représentants de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, de la Confédération paysanne et de la coordination rurale, elle a le plaisir de recevoir maintenant M. Raymond Girardi et Gilles Bernard, qui sont vice-présidents du mouvement de défense des exploitants familiaux, le MODEF. Au sein de cette commission, nous sommes très attentifs aux questions agricoles et nous savons bien, nous le voyons, nous savons bien, nous le voyons, que dans nos circonscriptions, nos agriculteurs sont confrontés ou ont été confrontés ces derniers mois à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Nous ne serons donc pas surpris d'entendre que leurs attentes, qui étaient déjà importantes au printemps dernier, sont aujourd'hui d'autant plus fortes, d'autant plus grandes, et il y a chez certains d'entre eux beaucoup d'urgence. Nos agriculteurs qui exercent leur métier dans des conditions qui le plus souvent sont déjà difficiles ont dû relever des défis supplémentaires. Mauvaise conditions météorologiques qui a fait chuter nettement la récolte des céréales. On parle de la plus mauvaise récolte pour la France depuis 40 ans. De même que la collecte viticole, on parle de moins 18%, moins 20% selon les sources. Et dans les élevages, apparition, vous le savez, de 3 virus qui ont fortement touché les cheptels. Pour les ovins, la FCO3, la FCO8, la MHE pour les bovins, et maintenant l'influenza aviaire qui commence en Bretagne. Dans ce contexte, n'hésitez pas à nous faire connaître les évolutions législatives qui vous paraissent souhaitables, tout particulièrement ce qui concerne le projet de loi d'orientation agricole, la LOA, que nous avons examiné en première lecture et transmis au Sénat le 29 mai dernier, juste avant la dissolution. Je rappelle que ce texte vise notamment à soutenir l'installation et la transmission des exploitations, alors qu'on estime que la moitié des exploitants devraient prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Nous savons que votre syndicat est bien sûr mobilisé face à la problématique de la baisse du nombre des exploitations. Nous aimerions aussi connaître vos attentes, messieurs, s'agissant des moyens financiers engagés et qui seront engagés au profit du monde agricole dans le cadre du PLF pour 2025. Nous attendons bien sûr avec impatience sa présentation et notre commission devrait en être bientôt saisie pour avis. Nous savons que le MODEF est attentif à la préservation des exploitations familiales et de leurs revenus. Cette audition peut aussi, de ce point de vue, être l'occasion d'évoquer l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement en printemps dernier par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot en vue d'une possible loi Egalim 4. Notre commission a aussi décidé de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2 qui a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé, ici présente, dont nous attendons les travaux avec beaucoup d'intérêt. Enfin, n'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion concernant l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, sujet qui touche particulièrement certains d'entre nous, dont nous devons, il me semble, assurer un développement raisonné et raisonnable. Merci encore, messieurs les présidents, d'être à côté de nous cet après-midi pour voir ensemble comment nous pouvons avancer sur tous ces sujets. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs des groupes, chacun pour 4 minutes, réponses comprises, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. Je ne vous rappelle pas que ces réponses comprises, vu que nous sommes très peu nombreux, on pourra peut-être déborder légèrement. Je vous remercie. À vous, messieurs. Oui, d'accord. Écoutez, Monsieur le Président et chers élus députés donc ici présents aujourd'hui, c'est avec plaisir évidemment qu'avec mon collègue Gilles Bernard, donc on participe à cette audition et ce côté questions-réponses par rapport à la situation de l'agriculture. Alors là, la particularité, comme président vous l'avez dit tout à l'heure du MODEF, c'est qu'on est le mouvement de défense des exploitants familiaux. Voilà. Plus particulièrement, pour imager un petit peu mieux, ce sont les petits et moyens paysans.
Voilà, donc on n'est pas les défenseurs des céréaliers du bassin parisien, n'est-ce pas, qui sont assez grands pour se défendre, qui ont suffisamment pillé depuis 30 ans maintenant les fonds européens. Voilà. Alors ceci dit, l'agriculture, et notamment donc, bien sûr les petits et moyens paysans, elle est très diverse. Il n'y a pas un agriculteur qui soit exactement dans les mêmes conditions qu'un autre, du fait du foncier, du positionnement géographique, des différentes productions. Voilà, c'est très divers. Nous, on est au niveau du MODEF, le message qu'on souhaite faire passer. Alors, il y a plein de choses et questions que vous poserez tout à l'heure, même si on n'aura que quelques minutes pour répondre, mais on essaiera d'être le plus succinct possible, n'est-ce pas? Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, il y a la question aussi de la souveraineté alimentaire. Je présume que vous êtes tous sensibles à cette question. Souveraineté alimentaire, que je tiens à préciser quand même, qui existait, n'est-ce pas, il y a un demi-siècle. Voilà. Juste après la guerre, on avait un peu de pénurie. Après, les paysans, ils se sont mis au travail quand il y avait 2 millions d'agriculteurs. Et en gros, ils sont arrivés à quoi, sauf les produits que l'on ne peut pas réaliser chez nous, évidemment. Mais on couvrait en gros les besoins alimentaires du pays. Salut. Donc, c'est le député de mon territoire que je connais bien, puisqu'on a siégé ensemble au conseil départemental à une époque. Donc, voilà, ravi de te rencontrer à nouveau ici aujourd'hui. Donc, ce qui fait, ça me semble important de le dire en introduction par rapport aux besoins et aux attentes du monde agricole, c'est que l'évolution de l'agriculture, la restructuration de l'agriculture, contrairement à ce qui nous était dit et expliqué il y a un demi-siècle de ça, n'a pas débouché sur le socle, si on peut dire, de la production nationale et arriver à avoir cette souveraineté alimentaire. C'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire à mesure où des dizaines et des centaines de milliers d'agriculteurs ont disparu, en même temps la production nationale s'est effondrée. Alors nous, au niveau du MODEF, on l'a toujours dit, que ce sont de très nombreux paysans qui pourraient arriver à couvrir les besoins alimentaires du pays en qualité, en quantité, etc. Le modèle agricole qu'on a mis en place depuis un demi-siècle a fait la démonstration du contraire, puisqu'aujourd'hui on est 390 000 agriculteurs. Bon, il y a des plus réactifs, mais environ. Donc, quand on était 1,5 million d'agriculteurs, on couvrait les besoins. Avec 350 000, c'est plus le cas. Donc, la situation, malgré tout, est assez grave. Voilà. Et il faut pallier à ces défaillances, si on peut dire, dans la mesure où, effectivement, c'est vital, pour les citoyens français, évidemment, pour les parlementaires que vous êtes les uns et les autres, et puis pour l'indépendance de la France aussi. Qu'un pays comme la France, qui a porté le drapeau de l'Union européenne pendant des dizaines d'années comme étant le premier pays agricole d'Europe, être maintenant en 3e position, on est doublé par l'Allemagne, vous voyez un petit peu, l'Espagne pas loin, d'autres pays également. Voilà, donc c'est assez préjudiciable et inquiétant pour l'avenir. Donc, il y a une règle qui semble évidente, mais qui n'a pas été entendue par tous ceux qui ont dirigé la France depuis de très, très, très nombreuses années, n'est-ce pas? Que pour que les paysans remplissent leur mission, voilà, les paysans, depuis qu'ils existent, n'est-ce pas, il y a 6000 ans, les premiers paysans ont commencé à cultiver la vallée du Nil, n'est-ce pas, il y a 6000 ans, parce qu'effectivement, il fallait produire et cultiver pour arriver à nourrir les gens, n'est-ce pas? Et cette fonction nourricière, pour pouvoir la faire, l'assumer et puis arriver à ces objectifs que j'évoquais à l'instant d'autonomie, si on peut dire, ou de souveraineté, il faut que les agriculteurs, voilà, là je le dis au plan général, mais figurez-vous qu'ils gagnent leur vie. Voilà, tout simplement. Ça semble basique comme ça. De le dire, on dit, c'est l'évidence, seulement dans la vraie vie, c'est pas l'évidence. Hein. Depuis 30 ans, 40 ans, c'est pas ce qui se passe. C'est bien parce que les paysans, ils ne gagnent pas bien leur vie, qu'effectivement, ils ont massivement disparu. Et si à un moment donné, il y avait une installation pour 4 départs, et puis après une installation pour 3, évidemment, à mesure que les paysans disparaissent, et aujourd'hui, on est à peine à une installation ou une reprise d'exploitation. Voilà, ça peut être une installation, mais aussi une reprise d'exploitation. C'est pour 2,5 qui arrêtent, il y en a un qui s'installe. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation extrêmement grave. On manque d'agriculteurs déjà dans ce pays, et les perspectives pour les 10 ans à venir, c'est qu'il y en ait 150 000 de moins. Ouais, c'est là la situation qu'on vit aujourd'hui. Ce qui veut dire que la situation en matière d'autonomie va s'aggraver.
Alors moi, je reprendrai quelques productions. Hein. Vous les avez sûrement en tête, les collègues d'autres organisations ont dû en parler, je présume. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. Par exemple, moi, je suis dans le domaine des fruits et légumes. On produit aujourd'hui à peu près 45-47% de nos besoins. Ça entend bien, on est en France. Mais en France, on produit moins de la moitié des fruits et légumes qu'on a besoin. C'est invraisemblable. D'ailleurs, quand on le dit, et par voie des collègues, ils ne nous croient pas. Ils nous disent, mais vous êtes sûr que c'est si grave? Oui, c'est grave à ce point. Si on prend les viandes, à part le porc, on est à peu près équilibré, bon an, mal an, voilà, à 2 ou 3% près, on couvre les besoins, mais le reste, c'est la débandade. Si on prend les ovins, on produit moins de 20% de nos besoins, agneaux, ovins, etc. Si on prend les poulets, la moitié, la volaille, la moitié. Si on prend la viande rouge, on est, je ne sais pas les chiffres précis, mais à 60%, un truc comme ça, les veaux, moins de la moitié, enfin, voilà. On peut prendre toutes les productions, on a cette situation. Mais même en matière de grandes cultures et de céréales, hein, à part les céréales pailles telles que le blé, orge, voilà, tout le reste, on est déficitaire. Le maïs, qui est fortement critiqué parce que, soi-disant, ça consomme de l'eau, n'est-ce pas, etc. Mais on est loin de produire nos besoins. Voilà. Alors, on ne parlera pas du soja, où on produit 20% de nos besoins. Voilà. Donc, en fait, on a une situation qui est assez dramatique, et je crois qu'il faut prendre la mesure de cette gravité et de voir comment on peut arriver. Alors évidemment, on ne va pas le faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 3 jours, hein, ça c'est sûr. Mais n'empêche, il faut inverser la vapeur. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je le dis, il y aura de moins en moins d'agriculteurs et la production continue de diminuer, de s'effondrer. Donc l'enjeu aujourd'hui, effectivement, au-delà des productions, et mon collègue parlera, il connaît mieux que moi les questions de la viticulture, voire l'arboriculture ou autre, on se partage un petit peu les missions, là je suis un petit peu plus généraliste, c'est que si les agriculteurs n'ont pas la garantie d'un revenu, ils vont continuer à disparaître, d'où la revendication du MODEF qu'on met en avant, et que le président de la République avait répondu favorable à l'occasion du dernier salon de l'agriculture, n'est-ce pas, de mettre en place des prix minimums garantis. Alors, on n'a pas inventé un truc, hein, ça existait, hein, juste après la guerre, pour arriver à faire développer l'agriculture et faire que la production agricole puisse se développer, ça existait. Voilà, ce n'est pas une invention un petit peu utopique du MODEF. Donc, par conséquent, s'il n'y a pas cette garantie-là, après une deuxième garantie qui est importante pour nous, hein, vous savez, on vit sous les nuages en permanence, à part les productions sous abri, mais c'est d'avoir la garantie aussi d'être protégé en cas de pépin climatique. Donc il y a une assurance qui correspond mal à nos attentes, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut renforcer aussi cette sécurisation de notre métier d'agriculteur. Quand on aura réglé la question du revenu agricole, à mon avis, on aura réglé un bon morceau du parcours. Mais il y en a une autre question. C'est que pour installer des agriculteurs, puisque le MODEF, c'est nous qui avons lancé l'idée il y a 3-4 ans maintenant, il faut 1 million d'agriculteurs pour aller vers la souveraineté alimentaire. Voilà. On est 380 000, et bien il en faut 1 million. Voilà. Sinon, il n'y a pas de solution. C'est le nombre d'agriculteurs qui permettront, comme je l'ai dit en début de mon propos, hein, d'aller vers une production de qualité, une production qui corresponde, voilà, et de sécurité alimentaire, donc par conséquent le revenu. Après, la question du foncier, évidemment, hein, c'est majeur pour installer des agriculteurs ou pour restructurer certaines petites exploitations. Alors là, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs, mais la France est un pays particulier, n'est-ce pas? Vous le savez tous, mais encore plus. Nous, on a ce qu'on appelle la SAFER. Alors la SAFER qui n'est pas exempte de critiques, n'est-ce pas? Et qui a eu quelques dérives par le passé, n'est-ce pas? Et encore un peu de copinage ou autre, parce que figurez-vous que c'est la FNSA qui la dirige. Bien, au-delà, je le dis qu'avec humour, mais au-delà de ça, on a un outil extraordinaire. Un outil qui n'existe à nulle part ailleurs sur la planète, à part les pays où la terre appartient à l'État, n'est-ce pas? Sinon, la SAFER doit jouer son rôle au niveau du foncier, c'est-à-dire qu'elle doit avoir plus de moyens, c'est une revendication spécifique du MODEF, les autres ne le demandent pas encore. Même les ministres de l'Agriculture nous ont toujours dit oui, c'est une bonne idée. Il faut juste la mettre en place. Il faut doter, déjà, faire un petit lifting, voilà, il faut légiférer un petit peu sur le rôle des SAFER, voilà, l'outil existe, l'améliorer un peu. Mais après, il faut doter les SAFER de moyens pour qu'elles puissent stocker du foncier. Elles ont le droit de préemption.
C'est-à-dire, dès qu'une terre se vend, la SAFER a dit, bon, moi je paie rente. Aucun problème, hein, c'est la loi, ils peuvent le faire. Mais de pouvoir le stocker pour le rétrocéder à des jeunes ou des moins jeunes ou des gens qui veulent revenir au métier de paysan. Et effectivement, ça peut, en dotant de moyens complémentaires à la SAFER, jouer ce rôle de maîtriser le foncier et de le rétrocéder à qui de droit. C'est-à-dire des jeunes qui veulent s'installer ou des moins jeunes, enfin, ce que j'évoquais à l'instant. Donc au niveau du foncier, on a l'outil qui est adapté, il faut juste un petit peu d'argent. Pour cela, quelques milliards suffisent. Alors, vous savez, on a augmenté la dette de la France de 1000 milliards en pas longtemps. Ce n'est pas 2 ou 3 milliards de plus qui vont changer fondamentalement la situation. Mais par contre, ça peut effectivement doter ces moyens importants. Donc, revenu agricole, doter les affaires pour les fonciers, pas tout ça est un petit peu lié également. Et puis après, il y a un aspect aussi qui me semble important et sur lequel il faut travailler. Là aussi, c'est nous qui avons lancé ce débat là, il y a quelques années déjà sur la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que je parlais des importations, on est déficitaire de pleine de production, mais ces produits agricoles, ils viennent de pays qui ne respectent pas les mêmes règles que nous en matière de produits phytosanitaires. C'est-à-dire que si, par exemple, les fruits et légumes, voilà, et Gilles peut en parler, les fruits et légumes qui sont importés massivement, allez, mettons, pas d'Espagne, puisqu'ils sont dans l'Union européenne, même si c'est le cas, le Maroc, par exemple. Le Maroc, c'est un très, très gros concurrent en tomates, fraises, melons, etc., etc. Je pourrais vous en citer, les courgettes, les concombres et compagnie. Bien, ben, figurez-vous que ces pays, ils utilisent massivement des molécules qui sont interdites en France depuis. Voilà, depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, etc. etc. Est-ce que vous trouvez normal? C'est-à-dire que moi, paysan français, si j'utilise ces molécules, c'est du pénal, je finis en tôle, ça ne rigole pas, et puis c'est normal. Après, peut-être pas la loi. Mais là, quand ça vient du Maroc, ben, ça pose aucun problème, voilà, c'est parfaitement légal. La réponse qu'on nous fait, n'est-ce pas, du côté du gouvernement, on a dit, oui, mais la compétence des molécules, que ce soit au niveau des médicaments pour les humains, pareil, ben, c'est de compétence des États. Donc, si l'État marocain disent que c'est valable, ben, nous, c'est valable aussi. Ben, voyons. Et vous croyez que ça va durer combien? Donc, oui. Donc, à mon avis, il faut régler ce problème. Je vais vous dire, si on interdit l'importation de produits agricoles qui ont été traités par des molécules interdites en France, il y a la famine dans ce pays. Oui, il faut peser les mots. Puisqu'on est au terrain. Donc voilà, régler ces problèmes sanitaires, régler ces problèmes du revenu agricole, régler les problèmes du foncier. Mais nous, au niveau du MODEF, on a des propositions adaptées. Il faut aller très rapidement vers 1 million d'agriculteurs. Et puis surtout, pour aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui est un axe fondamental au niveau du MODEF, il faut aussi développer la recherche publique. L'INRAE, par exemple, qui a été abandonné puisqu'on a donné la recherche aux firmes phytosanitaires qui étaient là pour nous produire des semences plus productives mais fragiles, et puis en même temps, ils nous disaient, mais vous inquiétez pas, et on me le disait à moi, bon, mais on va vous donner les médicaments pour les soigner, on vous donne une semence X, on sait qu'elle sera fragile aux maladies, etc., bien on vous donnera les médicaments pour les soigner. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc la recherche aussi. Merci, voilà, monsieur. Rapidement dit, je suis un peu bavard. Parfois, c'est pas Guillaume qui va me dire le contraire. Le format, c'est que vous présentez pendant une quinzaine de minutes à deux, donc là, on a fait 15 minutes. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir sur des questions spécifiques au fur et à mesure des questions des différents groupes, puis des questions individuelles des députés qui le souhaitent. Alors, on a produit un petit document qu'on vous donnera à la fin. Sans aucun problème. Il y a des éléments clés. Vous voulez peut-être rajouter, vous avez 2 minutes. Bon, 2 minutes. Ah oui, parce qu'il a pris 20 minutes, votre président. Madame et messieurs les députés, donc je viens du Vaucluse, du pied du Mont Ventoux, pour ceux qui connaissent. Et je suis producteur de raisins de table et de cerises de table. Voilà. Donc, et également de raisins pour le vin. Donc je vais vous parler un peu de la viticulture. Vous savez que la viticulture vit des moments très compliqués. Il y a une crise viticole latente depuis plusieurs années, dont le gel de 2021 avait un peu atténué parce que ça avait un peu épuré les stocks. Mais aujourd'hui, c'est quasiment toutes les appellations qui sont touchées du fait il y a une régression de la consommation au niveau mondial. Donc, nous sommes dans une situation vraiment très complexe avec, pour certaines cas, venant de récoltes en stock, des prix qui sont tirés à la baisse par les négociants, qui ne respectent pas forcément la loi Egalim, pour ne pas dire qu'ils ne la respectent jamais, c'est-à-dire de verser un acompte lors de la réservation des cuves, ce qu'ils ne font jamais, sous peine d'aller voir ailleurs.
Donc ils nous mettent, le couteau sous la gorge. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, ce sont des prix planchers pour les appellations IGP, pour les appellations AOC, pour les appellations Grand Cru, parce que les négociants vont se servir à l'étranger, et lorsque le marché est à la baisse, il y a toujours quelqu'un qui vend moins cher. Si ce n'est pas en France, c'est ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut vraiment... vous savez qu'il y a 8000 hectares dans le Bordelais qui vont être arrachés, où il se dit qu'il va se planter des oliviers. Lorsqu'il y a des arrachages massifs d'une certaine culture, ça crée forcément des déséquilibres, parce qu'après, ils vont sur d'autres cultures. Et souvent, les marchés agricoles sont très fragiles par rapport à l'offre et la demande. Donc ce transfert de production vers d'autres risque aussi de créer d'autres problèmes. Donc la viticulture est vraiment dans un état, malgré cette année, il va y avoir une petite récolte qui, on peut le dire ici, ne sera pas forcément bonne en qualité non plus. Ça, c'est la faute de personne, c'est la météo. Donc on risque de vivre des jours et des mois difficiles. Donc il faudra certainement prendre des mesures. Le prix de la distillation aujourd'hui est un prix vraiment trop bas. Ce n'est pas viable pour les exploitations. Donc les primes d'arrachage à 4 000 € l'hectare, c'est vraiment... pour rester poli, je resterai poli, mais on se fout du monde, quoi. Donc vraiment la question viticole, vous en entendez encore parler, malheureusement, et va être au centre du débat. Bon nombre de paysans n'ont pas taillé leur vigne cette année, et l'an prochain, ça risque d'être encore le cas. Donc toujours, mon collègue l'a dit, le gros problème, ce sont les revenus. Sans revenus, pas de paysans. Donc des assurances récoltes qui ont été mises en place. Vous savez que le fonds calamité, qui était financé pour partie par les agriculteurs, a disparu. Pour favoriser les assurances récoltes, vous connaissez les deux grands assureurs du monde agricole qu'il y a en France. Ces assurances ne marchent pas pour les exploitations qui sont en polyculture, parce qu'il y a toujours les franchises, les ci, les ça, enfin on a juste le droit de payer. Ça ne marche pas. Donc ça aussi, il va falloir le revoir. Il va falloir le revoir. Ces assurances sont largement subventionnées par l'État. On ne sait pas pourquoi. Parce que lorsqu'il y a un petit, on va dire, des petites pertes, c'est une franchise. Lorsqu'il y a des pertes moyennes, c'est l'assurance qui paye. Et lorsqu'il y a des grosses pertes, c'est l'État qui paye. Donc par contre, c'est les assureurs qui encaissent les cotisations. Donc ça, il va falloir revoir la copie parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et j'ai oublié de vous dire, pour la viticulture, il y a quelque chose aussi qui me chagrine depuis de longues années, c'est les marges que font la restauration sur les vins. Surtout pour les vins je ne vais pas dire bas de gamme, pas bas de gamme en qualité, mais bas de gamme en prix, et en moyenne gamme, ils multiplient par 4 ou par 5. Donc pour eux, le seul risque, c'est d'ouvrir la bouteille, de prendre le tire-bouchon. Le seul risque, s'il pleut, ils servent à l'intérieur, il s'il fait beau, ils servent en terrasse. Mais c'est le seul risque qu'ils ont. Donc ces marges, il va falloir revoir ces marges. Et on en revient aussi au coefficient multiplicateur qui a été dégagé en 1986. Et la question est aussi de remettre les prix planchers, parce que de toute façon, il faut des prix planchers pour l'agriculture, sinon on ne s'en sortira pas. Et je finirai par les retraites. Excusez-moi encore une minute. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, parce que là, sinon on va dériver complètement. Les retraites. Mais non, les retraites, il y aura sans doute des questions pour les retraites à 1 000 €, c'est un effet d'annonce. On s'arrête là. Vous aurez aussi, après les questions, tout le temps de répondre à beaucoup de... Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, on va commencer pour les questions des orateurs de groupe par Madame Géraldine Grangier du Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les vice-présidents du MODEF, pour votre présence aujourd'hui, chers collègues. La protection des terres agricoles et la transmission de nos exploitations familiales sont des sujets d'actualité qui engagent notre avenir. Les agriculteurs familiaux, véritables gardiens de nos territoires, se retrouvent sous une pression croissante liée à l'accès du foncier, à la spéculation et à la mondialisation. Mais cette pression s'accompagne d'un autre phénomène encore plus inquiétant, une véritable prédation de notre patrimoine agricole, renforcée en zone frontalière comme chez moi dans le Doubs par les agriculteurs suisses.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, déjà 20% de nos terres agricoles appartenaient à des sociétés. Entre 2016 et 2018, 14,4% des transactions étaient réalisées par des étrangers. Si nous n'agissons pas rapidement, la France risque de devenir simple spectatrice de l'appropriation de ces terres, perdant ainsi son autonomie alimentaire. Si nous voulons garantir un avenir à nos exploitations familiales, il est indispensable de renforcer la régulation du marché foncier, de soutenir les petites exploitations et de protéger les terres agricoles de ces pratiques prédatrices. Les SAFER jouent un rôle crucial pour tenter de réguler ce marché. Cependant, leur action reste insuffisante dans les zones où la pression foncière est la plus forte. Le gouvernement doit donc revoir et renforcer leur mission afin de protéger efficacement nos terres contre ces acquisitions et assurer que celles-ci restent aux mains des agriculteurs français. La transmission des exploitations agricoles familiales est un enjeu majeur pour le monde agricole. Aujourd'hui, près de 55% de nos agriculteurs ont plus de 50 ans et nombre d'entre eux peinent à trouver un successeur. Cette problématique s'aggrave avec les contraintes administratives et les coûts des successions qui rendent la transmission souvent inabordable pour les jeunes générations. Sans un soutien fort de l'État, cette situation risque de conduire à la disparition de nombreuses petites exploitations, comme vous l'avez dit, accélérant encore la concentration des terres entre les mains de grandes entreprises ou d'investisseurs étrangers. Nous devons agir rapidement pour faciliter la transmission intergénérationnelle des exploitations familiales en mettant en place des exonérations fiscales et des prêts à taux zéro pour les jeunes agriculteurs. C'est à travers un soutien renforcé que nous garantirons le renouvellement générationnel et la pérennité de notre modèle agricole familial. Aussi, l'État doit assumer pleinement son rôle de garant de la souveraineté alimentaire nationale en renforçant les outils de régulation foncière, en simplifiant les démarches administratives pour les exploitations familiales et en supprimant les frais de succession pour les enfants d'agriculteurs qui s'engagent à exploiter l'entreprise au moins 10 ans. L'agriculture familiale, avec son modèle de production locale, joue un rôle fondamental dans l'approvisionnement alimentaire de notre pays. Merci, messieurs. Merci, chers collègues. Je vous rappelle que c'est 4 minutes questions-réponses. Là, il reste 1 minute de réponse pour les invités. Merci. Écoutez, dans ce que vous nous avez dit, il y a à la fois la question, si on peut dire, et la réponse, puisque vous évoquez les rôles des affaires. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le foncier est un élément clé. Donc, si on peut dire, le binôme revenu des agriculteurs et maîtrise du foncier sont l'élément clé pour arriver à développer et arriver vers 1 million d'agriculteurs que l'on propose. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, mon cher président, la balle est dans votre camp. Il faut légiférer. L'outil existe, on ne va pas l'inventer, c'est les affaires. Il faut juste faire un petit lifting, n'est-ce pas, pour repréciser, si on peut dire, les priorités au niveau des affaires. Et puis que quand vous allez voter le budget de l'État, vous mettiez dans les 2 ans à venir 4 milliards de dotations financières aux affaires pour qu'elles puissent effectivement préempter sur le foncier et le remettre à disposition des petits agriculteurs, ceux qui veulent se restructurer, etc. etc. C'est-à-dire que c'est à vous de faire maintenant. Donc voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. 4 milliards, il faut. C'est noté, on va tout de suite... Et 4 milliards, je tiens à préciser, Président, juste au départ. Oui, non, mais... Parce qu'après, la machine est lancée. C'est-à-dire, quand il rétrocède à un jeune, l'argent revient. On va revenir dessus. On en parlera à nos collègues de la Commission des Finances qui sont en train de préparer le budget 2025. Pour Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents. Le MODEF soutient l'instauration de prix planchers qui ont largement fait débat à l'intérieur de cette commission ces derniers mois, sous la forme de prix garantis fixés par l'État, aboutissant à garantir un revenu de 1 800 € par mois à chaque agriculteur. J'aimerais donc savoir quel mode de fixation de ce prix vous envisagez, et s'agit-il de garantir un revenu de 1 800 € par mois, quel que soit le montant de production agricole, auquel cas le prix garanti par l'État serait déconnecté de la quantité de production agricole? Ou s'agit-il de garantir un prix fixe pour chaque production, un peu sur le modèle des débouchés garantis à préélever des premières années de la PAC? Auquel cas n'existe-t-il pas, selon vous, un risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets,
à savoir que cela entraîne des crises de surproduction, je pense au stock de poudre de lait notamment, et d'autres effets pervers, tels que l'accroissement de la concentration des terres et l'encouragement à une agriculture intensive. Je vous remercie. Merci. Donc là, vous avez 3 minutes pour répondre. Et si vous ne prenez pas les 3 minutes, Madame Lepay peut reprendre pour une autre question. Les prix planchers, j'en avais déjà parlé lorsque on avait été auditionné par cette même commission pour la LOA. On nous avait dit ça ne marchera pas. La loi Egalim ne marche pas. Il y a une seule chose qui marchait, c'est le coefficient multiplicateur qui a été enlevé. Donc les prix planchers, ça a pour but de garantir un revenu à l'agriculteur. Pour fixer les prix, chaque filière est capable de calculer les prix de production. Donc ça, ce n'est pas un problème. Dans chaque département, les chambres d'agriculture, chaque filière est capable de calculer les prix de production avec une marge pour l'agriculteur. Donc ça, ce n'est pas un souci. Sauf qu'il faut aussi légiférer. Et ensuite, il peut y avoir des quotas pour éviter que les exploitations s'agrandissent exponentiellement. C'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons à ce qu'il y ait un maximum d'agriculteurs. Donc nous préférons qu'il y ait 10 agriculteurs qui vivent sur un territoire plutôt qu'un seul qui concentre toutes les terres. Donc ce système, on ne l'a jamais essayé. Tous les systèmes ont échoué aujourd'hui pour garantir un revenu aux agriculteurs. Donc pourquoi ne pas l'essayer? Mais je peux vous garantir que toutes les filières sont capables de garantir les coûts de revient de chaque culture. Et même pour une culture, selon les départements, ce ne sont pas les mêmes coûts de revient, pour l'élevage également, mais chaque département est capable de le faire. Ça, je peux vous le garantir. Madame Lepay, vous voulez compléter? Juste, je voulais compléter parce que nous touchons du doigt quand même quelque chose de très très sensible. Et au-delà, nous sommes vers quelle orientation nous donnons à l'agriculture avec la PLOA. Moi, j'étais rapporteur sur la souveraineté alimentaire. Mais à la fois, vous avez dit quelque chose tout à l'heure par rapport au taux des prêts à taux zéro, donc pour les jeunes agriculteurs, et d'autres solutions que vous avez proposées. Quelles seraient celles que vous priorisez juste avant notre projet de loi notre budget, 2025. Laquelle nous pourrions prioriser? Laquelle vous seriez à même de prioriser dans les différentes solutions que vous avez proposées? Merci, Madame la députée. À vous, Monsieur le Président. Au foncier, ça c'est primordial, parce que sans foncier, on ne peut pas travailler. Ensuite, les prêts à taux zéro pour les jeunes agriculteurs. Il faut savoir qu'avant, les jeunes agriculteurs avaient des taux minorés, que ça a été balayé, ça n'existe plus. Moi-même, à l'époque, j'en ai profité. Il y a quelques années, les taux étaient très bas. Aujourd'hui, ils sont élevés. Il faut que les jeunes agriculteurs aient à tout prix des taux minorés. Donc, il faut que l'État mette de l'argent pour pouvoir compenser par rapport au cours du marché, au taux du marché. Bien sûr, ça, c'est une obligation. Et prioriser, c'est le revenu des paysans. Et le revenu des paysans, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, l'agriculture telle qu'on l'a connue depuis 50 ans, elle est à bout de souffle. Ça ne marche plus. Et la disparition des paysans, et là, pour le prouver, toutes les années, tous les jours, il y a des paysans qui disparaissent. Donc le système ne marche plus. Il faut réinventer notre système. Merci, Monsieur le Vice-président. Sur les prix planchers, un tout petit mot, vous dites que ça n'a jamais existé. Il y a quand même eu les prix de plancher, prix plafond de la PAC jusqu'en 96, qui étaient les prix d'intervention qui faisaient les stocks dont parlait Madame Lepay. Donc ça a existé. Pour LFI, Monsieur Laurent Alexandre. Je confonds modem et modef. C'est moi, finalement. C'est notre tour? Oui, j'avais pas le micro. Ah non, c'était... C'est bon? Monsieur le Président, merci aux représentants syndicaux agricoles de leur présence. Annie Genevard est désormais ministre de l'Agriculture. La colère du monde agricole du printemps a été apaisée par des promesses qui n'ont jamais été tenues. La loi d'orientation agricole est passée à côté des enjeux puisqu'elle n'a pas traité du sujet de la rémunération des agriculteurs, pourtant fondamentale pour l'élevage et le renouvellement des générations. En bref, plutôt que de protéger nos paysans, l'absence de réponse rend nos éleveurs très vulnérables. Ils le sont d'autant plus dans un contexte de baisse coupable du budget de l'agriculture. En effet, si le nouveau gouvernement est un attelage baroque des groupes qui ont perdu aux dernières élections, avec la bienveillance du RN, un élément semble les unifier, la baisse du budget pour l'agriculture. Tout est dans les lettres, plafonds qui servent de base au budget 2025. Pour l'agriculture, c'est clair.
une baisse de 9,5% pour les autorisations d'engagement et 4,5% pour les crédits de paiement. Ainsi, que pensez-vous de cette baisse de budget ? Je voudrais vous parler maintenant des rémunérations. Oui, les paysans méritent de vivre dignement de leur travail, mais les lois Egalim, l'échec du gouvernement Macron à négocier des prix rémunérateurs, est patent. Les députés LFI ont pourtant proposé en 2023 une loi pour assurer des prix rémunérateurs et encadrer les marges de la grande distribution. Malheureusement, elle a été rejetée à 6 voix près. La Macronie s'y opposait et la moitié des députés RN étaient absents de l'hémicycle. C'est regrettable car les prix équitables sont la clé du renouvellement agricole. Ainsi, pouvez-vous préciser quelles sont les mesures que vous attendez sur le sujet des prix et du renouvellement des générations ? En outre, la situation est aggravée par la dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et les gouvernements Macron. Non, personne ici ne prône une agriculture autarcique, mais protéger notre agriculture de la concurrence déloyale est une nécessité. À ce sujet, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande n'a toujours pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée. Pourtant, cet accord a des conséquences directes, par exemple pour les 3/4 des exploitations de mon département de l'Aveyron qui sont spécialisées dans la production animale. Quant au traité avec le Mercosur, disons les choses clairement, il n'est pas souhaitable d'importer chaque année 350 000 tonnes de bœuf avec des droits de douane cassés sans fragiliser encore notre élevage. Quant au poulet, la moitié de ceux consommés en France sont importés. D'où cette question, comment concilier un marché mondial et notre souveraineté alimentaire tout en protégeant nos agriculteurs ? Je vous remercie, messieurs. Messieurs les présidents, vous avez 1 minute 15 à 2 pour répondre. Mais écoutez, les choses reviennent un peu en boucle. Déjà, bon, les traités de libre-échange, la position du MOSEF est claire, il faut les arrêter. Voilà, parce que c'est la porte ouverte à l'importation de produits, de tout produit d'ailleurs, qui viennent de pays qui n'ont pas les mêmes conditions sociales que chez nous, donc il faut arrêter ça. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, pour garantir effectivement la sécurité, c'est la question du prix minimum, on l'a dit 10 fois depuis le début. Voilà, c'est à mettre en place. Alors je ne suis pas très inquiet avec la dépendance de la France aujourd'hui. Avant qu'on gère le trop en matière de production, il nous laisse un peu de marge. On le gérera en temps et en heure. Commençons à garantir aux agriculteurs un revenu correct. Et puis si à un moment donné on produit trop, on essaiera de voir de remettre les quotas, etc., ce qui marchait très bien à une époque. Donc des prix, interdiction de ces importations, et puis utiliser la sécurité alimentaire des Français. Arrêter l'importation, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis exprès, de produits qui ont été traités, qui ont des conditions sanitaires différentes des nôtres. Voilà. Et là, le problème est réglé. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour le groupe pour le groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Monsieur Potier. Bon, j'avais compris que Monsieur Potier voulait une question après. Et vous voulez une question après, Madame Battistel ? Oui. Vous me direz. Donc, Monsieur Potier, au nom du groupe socialiste, pour 4 minutes, questions-réponses comprises. Ça marche ? Oui, d'accord. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais dire merci au MODEF. J'ai un souvenir inoubliable de votre accueil dans les Landes sur la question du foncier. Et je vois qu'on a une communion de pensée totale sur ces sujets-là et c'est l'expérience du métayage qui vous a forgé une vision tout à fait pertinente sur le sujet. Je buvais du petit lait tout à l'heure en vous écoutant. Je le faisais parce qu'il est très rare que les syndicats qu'on reçoive mettent l'accent sur les phénomènes structurels et sur les mécanismes en amont des coûts de production. On est tous d'accord pour partager la valeur en aval. La question de l'amont est fondamentale. Et dans l'amont, il y a le coût du foncier et son accès pour garantir le renouvellement des générations. Ce milliard que vous préconisez est-ce que c'est 800 millions, est-ce que c'est 1,2 milliard, c'est pas le sujet. C'est que c'est certainement l'argent le mieux placé, alors qu'il y a tant de fiscalité qui nous amène à une gabegie, à une sorte de course en avant, qui est une course mortifère pour l'agriculture, parce qu'elle perd de la valeur écologique, sociale et économique en même temps. Bon, donc merci, et franchement, je voulais vous dire un grand merci pour cette parole forte sur la question du foncier. Vous savez qu'on se bat. On se bat, je pense, non seulement à gauche, mais je pense au centre, et parfois des républicains sont attentifs à ce combat-là. C'est un combat structurel. Avec Pisani a créé les conditions de la prospérité française par le partage de la terre. Et c'est dans un gouvernement, voilà. Bon. Donc il faut qu'on retrouve cet esprit-là pour maintenant. Merci, je voulais d'abord vous dire merci. Et ma question, elle va porter sur un autre sujet, qui est le coût de la mécanisation. Avez-vous pris connaissance
du rapport de la Fédération nationale des CUMA, qui nous disent qu'on a presque 15 000 € de surcoût de mécanisation dans la ferme France par exploitation. 15 000 €, y compris encouragés par des mécanismes de fiscalité qui sont peu performants sur le plan économique et qui détruisent de la valeur finalement. Donc, est-ce que vous avez engagé une réflexion là-dessus? Est-ce que plus globalement, vous êtes demandeur, comme devrait l'être l'ensemble du monde agricole, d'une mise à plat de l'ensemble des mécanismes de fiscalité afin qu'on les rende plus efficients en termes de justice sociale, d'efficacité économique et d'impact écologique? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Mais effectivement, la question du suréquipement des exploitations, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et même, je dirais que beaucoup d'agriculteurs en difficulté, au niveau du MODEF, on a eu, avec nos collègues de la Confédération paysanne, mis en place des structures pour défendre des agriculteurs en difficulté, souvent. Une des choses qu'on remarquait, c'était cette surmécanisation-là. C'est tout un contexte autour du milieu agricole qui fait que, donc oui, il faut effectivement régler. Alors évidemment, les CUMA sont un bon exemple de ce qu'il faut développer pour avoir du matériel performant, de dernière génération, et pour correspondre au mieux aux besoins des agriculteurs, sans effectivement suréquiper les unités d'exploitation. Voilà, oui, effectivement. Et il faut sûrement aider la prise de position de matériel collective, et notamment au travers du CUMA. C'est une structure qui existe, je crois qu'il faut la faire fonctionner. Oui, voilà. Donc c'est une question, il faut effectivement... Alors, ceci dit, le plus gros problème de l'agriculture et du manque de revenus agricoles, c'est pas quand même ça. Mais il ne faut rien laisser au hasard. C'est un élément de difficulté des agriculteurs. C'est clair, c'est clair. On ne va pas discuter là-dessus. Mais mine de rien, réglons le problème malgré tout du revenu et l'ensemble. Et puis la coopération en matière de matériel. Monsieur Potier, vous avez 30 secondes. Non, sur la question du foncier, la question qu'on a posée à tous les syndicats, le groupe socialiste, je ne vais pas manquer à l'appel, les 10 secondes me permettent de le faire. Dans quel calendrier vous situez la question foncière? Les GIA nous disent, après les élections chambres, on fait un événement au salon, mais on veut s'y mettre. La FNSEA ne répond pas vraiment. Qu'est-ce que vous dites, vous? On a vu la Confédération paysanne qui dit le plus tôt possible. En 10 secondes. Moi, je vous dirais, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut aller très vite. On l'a dit et le redit, les affaires sont là, elles sont opérationnelles. Voilà, légiférer, mettez en place les mesures nécessaires, donnons 1 milliard tout de suite aux affaires et dans 15 jours, ça démarre. Merci, Monsieur le Président. Pour la droite républicaine, Monsieur Vincent Rolland. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les vice-présidents, votre syndicat joue un rôle essentiel dans la protection de l'agriculture à taille humaine, une composante centrale de notre modèle agricole français. Notre groupe s'est engagé avec force dans le cadre du projet de loi agricole, mais nous avons rencontré des blocages sur des questions essentielles que nous espérons enfin résolus avec la nouvelle ministre de l'Agriculture issue de notre famille politique. Les exploitations familiales font face à de nombreux défis. Les revenus agricoles, tout d'abord, restent trop faibles pour bon nombre d'entre elles. Le système actuel de répartition des marges au sein des filières ne leur est pas favorable. Par ailleurs, l'accès au marché est un enjeu capital. Ces exploitations familiales sont souvent celles qui peinent le plus à s'imposer face à la concurrence des grandes exploitations et des produits importés. En outre, la fiscalité est également un sujet de préoccupation majeure. Les exploitants familiaux sont soumis à des charges trop lourdes qui freinent leur compétitivité. Nous soutenons donc une simplification administrative et une réduction des charges fiscales pour permettre à ces exploitations de dégager les marges nécessaires à leur développement. Et j'aurais 2 questions un petit peu décalées par rapport à ce texte. La première, quelles dispositions ou dispositifs attendez-vous du gouvernement pour endiguer la fièvre catarrhale ovine qui aujourd'hui sévit particulièrement dans certains coins du territoire d'une part? Et une deuxième question, comment votre syndicat se situe par rapport à la prédation et aux difficultés qu'elle pose, difficultés grandissantes auprès du pastoralisme? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Vous avez 2 minutes. Je vais vous répondre pour la prédation. Je suppose que vous parlez du loup.
Donc le loup, a priori, coûte environ plus de 40 millions d'euros, c'est ça, par an. On va dire 40 millions d'euros. Voilà, 60. Il y a 1000 loups, c'est ça, répertoriés, on va faire des chiffres ronds. Un loup coûte 60 000 euros, d'accord ? Oui, mais un loup coûte 60 000 euros par an. Une installation de jeunes agriculteurs, c'est aux alentours de 15 000 euros la prime d'installation, et c'est pour toute une vie. Donc, vous avez déjà un élément de réponse. Est-ce qu'on continue comme ça, à protéger le loup, à faire semblant qu'il n'y en ait pas plus que ci, que ça, et à dépenser 60 millions par an, alors que les éleveurs ne dorment plus, que la moitié de leurs effectifs sont décimés, mais ils ne sont pas retrouvés, on ne les indemnise pas. Donc vous avez la réponse. Tout le monde pense la même chose. Après, il suffit d'avoir un courage politique pour dire les choses, et surtout pour les faire. Pour la fièvre catarrhale, c'est mon collègue qui répond. Merci. De secondes, oui, modifier la fiscalité par rapport à la question d'avant sur l'incitation matérielle, oui. Il faut faire une révision. Bien sûr, la fièvre catarrhale et toutes les maladies que l'ensemble du cheptel a, vaccination. Nous, on a été les premiers pour les canards, d'ailleurs, à proposer vacciner, même si au niveau de l'État, à l'époque, c'était non. Enfin, c'est incroyable. On vaccine les humains, on ne va plus vacciner les animaux bientôt. Enfin, bon, je ne comprends pas tout. Donc, les éleveurs subissent déjà le manque à gagner lié à la maladie chez eux. La moindre des choses, c'est que ce soit pris en charge par l'État quand même, quoi. Voilà, les vaccins à 100%, on ne va pas lésiner là-dessus. Sinon, il n'y a pas de solution. Merci, Monsieur le Président. Pour les écologistes et sociaux, Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être venu exposer votre vision de l'agriculture devant cette commission. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Je commence par le revenu, et c'est un sujet absolument indispensable pour préserver l'avenir des agriculteurs, motiver l'installation des plus jeunes. On est d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, mais ce qui menace aujourd'hui également la productivité, la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et donc j'aurais aimé avoir votre position sur l'hypothèse d'orienter des aides publiques de la PAC, par exemple, vers ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire des outils de politique publique qui permettent d'accompagner les agriculteurs dans cette transition nécessaire et qui leur permettent surtout de s'attaquer frontalement à ces deux sujets que sont le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Ensuite, vous avez évoqué le foncier. Et comme Dominique, moi je pense que ce serait de l'argent extrêmement bien engagé que de soutenir le portage du foncier et de permettre donc l'accès au foncier. Dans une autre vie, j'étais vice-président d'une région, on faisait du portage de foncier en convention avec la SAFER. Et force est de constater que c'est très efficace et finalement très peu coûteux. Donc je partage votre analyse. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, et je ne veux pas m'aventurer trop sur le terrain de mon voisin Dominique Potier, mais c'est que ce qu'on appelle le marché accessible aux SAFER est portion congrue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le truchement de sociétés civiles, de GFA et autres transferts de parts sociales, le marché accessible des SAFER est inférieur au tiers des mutations foncières. Et donc là, je nous invite tous, là, les législateurs, à ce qu'on redonne aux SAFER le pouvoir d'intervenir sur le sujet des mouvements de foncier et donc s'attaquer à ces parades à la réglementation que sont les transferts de parts sociales dans des sociétés civiles. Vous avez évoqué également, dans le cadre de la sécurité sociale alimentaire, le fait qu'on n'applique pas des clauses miroirs et qu'en vérité, on importe des produits qui ne seraient pas possible de produire sur le territoire européen puisque des molécules sont interdites. J'attire votre attention et j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait que des grandes firmes produisent des molécules, des produits sur le continent européen, dans notre pays, de molécules interdites dans l'Union européenne, qu'ils exportent à l'extérieur et qui fait qu'on importe ensuite des produits qui ont utilisé ces molécules, qui sont interdits en Europe, mais qui ont été produites en Europe. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette hypocrisie. Et dernier point, pour vous laisser une minute de réponse quand même, sur la viticulture, effectivement, on a des effets yo-yo où
Dans des périodes, on facilite la plantation, dans d'autres, on facilite l'arrachage, on encourage l'arrachage. C'est parfois sur des pas de temps extrêmement restreints. Est-ce qu'on ne devrait pas durcir le ton sur les outils de régulation, sur les quotas, de manière à essayer de niveler le marché et éviter qu'on assiste à ces crises récurrentes dans la viticulture comme on est en train de le vivre? 50 secondes. Ouais. Avec générosité. Il y a bien des questions, mais sur le dérèglement climatique, évidemment, c'est fondamental. Alors, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Ce sera un travail, notamment au niveau de la recherche et autres, pour adapter au niveau variétal et autres. Mais que sur les 10 milliards ou 9 milliards 8, je ne sais plus combien, les 10 milliards d'aides européennes, il y ait une partie plus importante qui aille vers l'adaptation au changement climatique, oui. C'est un vrai sujet et que ce soit pas sous la forme actuelle du deuxième pilier, mais plutôt plus ciblé, oui. Oui. Ça, c'est une des questions. Alors après, effectivement, dans ton intervention, il y a à la fois un petit peu la question et la réponse. Hein, voilà. Donc, on partage pas mal d'analyses sur ce sujet, mais notamment par rapport à l'adaptation. Alors après, sur la dernière question, c'était sur les sauces. Sur les 30 secondes. Voilà, la balle est dans votre camp en ce qui concerne les dérives qui échappent aux affaires aujourd'hui. Là, il faut légiférer. Par rapport aux sociétés dont les affaires ne peuvent pas... Si il y a une part... Pardon. C'est bien ça la question. Il faut savoir quand même que ces sociétés, ce sont les plus grosses exploitations qui les ont créées il y a quelques années pour échapper on va dire, au droit de succession. Donc, à un moment donné, il y a l'arroseur arrosé. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit à la Chambre d'agriculture de mon département. Malgré tout, nous sommes quand même agriculteurs et nous défendons tous les agriculteurs. Il est vrai que là aussi, il suffit de légiférer pour changer la loi, tout simplement. Voilà. Il faut le faire rapidement et je pense que tous les groupes seront quand même plus ou moins d'accord sur ce fait pour empêcher le pillage des terres agricoles par des sociétés étrangères. Je voudrais vraiment qu'on essaie de respecter parce que là, ça déborde de plus en plus. Il y a 4 minutes, questions-réponses. Alors, si les orateurs de groupe prennent 4 minutes ou 3 minutes et demie, il vous reste 30 secondes. C'est comme ça, mais après, vous pourrez parler à la fin. Vous aurez le temps de parler sur les sujets que vous n'avez pas évoqués. Monsieur André Chassaigne, vous êtes le dernier orateur de groupe. Je vous fais confiance pour laisser un petit peu de place à nos invités. Je vais aborder un sujet que je serai sans doute le seul à aborder, et je regrette d'ailleurs qu'on fasse l'impasse sur cette problématique. C'est la question de l'agriculture dans les pays dits d'outre-mer. Et je sais que votre organisation syndicale, le MODEF, est très actif par rapport à plusieurs départements, enfin territoires d'outre-mer. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on ait un échange par rapport à ça. On connaît la question de la vie chère aujourd'hui dans tous ces pays dits d'outre-mer. Il y a la question des circuits commerciaux qui sont complexes, des fois légaux, des fois illégaux. Je pense à la Guyane, avec la proximité du Brésil et du Suriname. Il y a la pollution au chlordécone dans les Antilles françaises. Et il y a une filière agricole qui est dominée par une organisation qui est informelle, souvent sans statut, familiale, avec une place des femmes extrêmement importante, vivrière, l'autoconsommation, alors qu'on est dans un environnement favorable, se pose le problème de l'autonomie alimentaire de ces pays dits d'outre-mer. Et si bien que ma question porte là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez comme action à porter, que nous, on pourrait dynamiser, pour faire en sorte que ces pays d'outre-mer sortent de cette spirale de la vie chère, d'une agriculture qui pourrait être à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle l'est aujourd'hui. Quelles sont, pas les recettes, mais les propositions que vous pouvez porter. Je précise qu'en plus de ça, ça s'accompagne d'un malaise terrible des paysans de ces territoires, avec des suicides, avec des mouvements de révolte qui, sans doute, dans les mois qui viennent, vont se développer. On a aujourd'hui une cocotte minute, et je crois que dans les solutions apportées, il y a d'accompagner l'agriculture de ces territoires dits d'outre-mer. Merci, Monsieur le Président Chassaigne. Vous êtes en effet le seul à avoir soulevé le sujet de l'outre-mer depuis qu'on fait ces auditions. Messieurs, vous avez sans doute une réponse, en tout cas on l'espère. Mais écoutez, sur cette question, oui, le MODEF est assez actif dans ces départements. Moi-même, je suis allé il y a
très peu longtemps en Guyane, Martinique, Guadeloupe, voire voilà, d'autres collègues à La Réunion ou ailleurs. Bien sûr, il y a la question du revenu et des prix. Voilà. Chez eux aussi, ça se pose aussi en ces termes. Mais il y a quand même une autre question qui est pire que chez nous, c'est l'accès au foncier. Je viens de Guyane, donc j'y ai passé 10 jours exprès avec nos collègues là-bas, donc c'était en décembre dernier. C'est incroyable d'ailleurs. Vous savez que le foncier en Guyane appartient à l'État et aux collectivités territoriales. Et ça fait 40 ans qu'ils demandent que certains agriculteurs travaillent sur du foncier et que l'État n'a pas réglé le problème. Donc s'il y a des territoires où c'est très facile à régler, notamment quand... Donc, la question majeure, c'est que l'État français, donc, qui est propriétaire du foncier, ou des collectivités, parce qu'il y en a qui ont rétrocédé une partie, puisse donner, ils attendent que ça, donner aux agriculteurs qui ont vocation, et ils sont nombreux, de pouvoir tout simplement avoir une parcelle de terre et la travailler. Et Martinique ou Guadeloupe, c'est un petit peu différent, mais quand même, c'est une partie des agriculteurs, ceux qui ont des très grosses exploitations, je ne parlerai pas de couleur de peau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ils sont propriétaires massivement du foncier, et les gars du territoire qui n'arrivent pas à en disposer. Donc, il y a une question particulière à régler, c'est vraiment, ici on parle de SAFER, voilà, la tradition qui est la nôtre, mais là-bas c'est différent. Et donc, sinon, et que c'est des pays miraculeux en matière de foncier, de terroir au niveau du climat, et ils n'arrivent pas à produire pour se nourrir, alors qu'ils devraient exporter, mais c'est incroyable. Donnons tout simplement du foncier à ces gens et je peux vous assurer que dans les 10 ans à venir, ils ont l'autonomie alimentaire. Merci, Monsieur le Président, c'est clair. 2 questions individuelles après les questions des orateurs de groupe. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être, voilà, on vous inscrit. Monsieur Chassaigne, une deuxième fois. Madame Battistel, oui, non? Non, tout va bien. Donc, Sandrine Nosbé, on aura 4 questions individuelles, vous répondrez groupées aux 4 questions. Sandrine Nosbé pour 1 minute. Je vous rappelle, c'est 1 minute la question, hein. On est bien d'accord. Oui, merci, Monsieur le Président. Le libre-échange sans harmonisation des normes pose le problème de la diffusion des épizooties. Des cheptels entiers sont décimés par des viroses importées comme la FCO. Or, selon nous, la réponse de l'État est insuffisante. Il faut prendre en charge les vaccins pour tous les éleveurs et accélérer la recherche. J'aimerais donc vous entendre sur ce sujet et recevoir vos préconisations. Je vous remercie. On enchaîne les questions, pardon, excusez-moi. Vous prenez les 5 d'un coup. Monsieur Frédéric Weber. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les vice-présidents du MODEF, ces dernières années, les agriculteurs, en particulier ceux des petites et moyennes exploitations, subissent une concurrence accrue due à l'importation de produits dans le cadre de divers accords de libre-échange, tels que le CETA ou encore avec la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui inquiète profondément la profession aujourd'hui, c'est la perspective de l'accord d'association UE-Mercosur, qui, s'il devait être conclu sans le plein consentement de la France, risquerait d'aggraver encore un peu plus la pression sur notre agriculture. Par ailleurs, nous nous apprêtons à entrer dans la phase de préparation de la PAC post-2027, qui déterminera de façon décisive l'avenir de nos exploitations. Dans ce projet, il est question de réorienter la PAC vers des services environnementaux et de réduire de manière significative l'usage des herbicides. Or, cette réduction pourrait avoir un impact dévastateur sur la qualité des céréales, notamment du blé panifiable, et donc sur la compétitivité de notre agriculture à l'export. Quelle est la position du MODEF sur la réduction de l'usage des herbicides et comment évaluez-vous les conséquences économiques pour les exploitations, sachant l'importance du secteur céréalier pour la balance commerciale française? Merci. Merci. Monsieur Karim Benbrahim. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les vice-présidents, nos agriculteurs aujourd'hui peinent à vivre dignement de leur travail et notre agriculture est donc en danger. Pour la préserver, vous l'avez dit, il faut travailler sur la question du revenu. Il y a donc une urgence à soutenir le revenu des agriculteurs qui en ont le plus besoin. La présidente de la Commission européenne a présenté début septembre les conclusions du dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture européenne. Le rapport indique que les paiements actuels basés sur la superficie des terres sont pour la plupart sans rapport
avec les besoins socio-économiques. Il pointe ainsi les subventions à l'hectare et préconise un soutien renforcé aux petites exploitations. Mes questions sont donc les suivantes. Quelle est votre position sur un plafonnement des aides à la surface ? Plus généralement, quel regard portez-vous sur ce rapport et ses préconisations ? Et pouvez-vous nous indiquer quelles sont les grandes lignes de votre vision d'une bonne politique agricole commune ? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Benoît Biteau. Merci, monsieur le président. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé, qui est le régime assurantiel. Aujourd'hui, effectivement, au-delà du fait que le régime assurantiel mobilise des enveloppes publiques par le soutien aux cotisations d'assurance, on voit bien que ce régime assurantiel n'est pas performant, puisque de moins en moins d'assurances veulent assurer notamment les risques climatiques, mais surtout le système de la fameuse moyenne olympique fait qu'aujourd'hui, les espoirs d'un soutien par les assurances sont extrêmement limités, et donc il y a très peu d'intérêt à activer ce système assurantiel. Et donc j'aurais aimé avoir votre analyse de la possibilité de mobiliser la réserve de crise de la politique agricole commune, qui n'a jamais été mobilisée jusque-là et qui pourtant représente une enveloppe considérable pour un pays comme la France, et qui pourrait être la carte d'une solidarité plutôt qu'un régime assurantiel. Merci, monsieur le député. Madame Battistel. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais évoquer aussi une question un peu particulière qu'on n'a pas forcément évoquée aujourd'hui avec vous. C'est la question de l'agriculture de montagne, où il y a évidemment une proportion extrêmement importante d'agriculteurs familiaux avec des toutes petites exploitations et dont l'activité repose sur une personne ou sur un couple. Et cette activité, elle est, comme toutes les autres agricultures, fragilisée, mais d'autant plus fragilisée qu'on a beaucoup de pluriactifs et qui ne vivent pas forcément que de leur exploitation parce que pas suffisamment de revenus, et qui dépendent soit de stations de montagne, de ski ou d'été, et qui sont elles-mêmes fragilisées. Donc il y a une double fragilisation en montagne qui nous fait craindre quand même un arrêt d'exploitation extrêmement massif dans les territoires au-delà de... je dirais 1200 mètres ou au-delà de 1000 mètres. Est-ce que vous avez des retours sur ce sujet-là ? Merci, madame la députée. Donc, on passe à la dernière question individuelle. Monsieur André Chassaigne, vous répondrez aux 6 questions. Je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé ce matin avec la Confédération paysanne. C'est la question de l'eau. Ce que l'on vit aujourd'hui sur nos territoires, avec des situations très conflictuelles, avec des agriculteurs qui sont pris à la gorge, qui veulent tout de suite une irrigation, qui s'orientent quelquefois vers des méga-bassines, qui sont mis en cause, avec en face d'autres agriculteurs qui prônent un changement de pratique, un changement de production, qui ont un soutien d'ailleurs très large des citoyens des territoires concernés. Et je me dis, il y a une déficience de l'État par rapport à ça qui fait qu'aujourd'hui, le monde agricole et le monde rural plus largement se déchirent, se fracturent. Et ça, c'est difficile à vivre sur le territoire. Ma question, quelle est la position du MODEF ? Parce que, y compris d'ailleurs, dans des échanges que j'ai pu avoir avec des militants du MODEF dans des sections départementales différentes, à l'occasion de réunions que j'ai pu tenir lors d'une élection récente de dimension européenne, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des approches différentes. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport aux méga-bassines, par rapport aux retenues collinaires, par rapport au système d'irrigation, sur le rythme pour changer les pratiques agricoles et les productions ? Merci, messieurs. Vous avez droit aux réponses sur ces 6 questions. Pour la PAC 2027, au sujet des réductions des pesticides. Tout le monde dit pas de réduction sans solution. Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais ce que personne ne fait. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? C'est sûr qu'il faut réduire les pesticides dans la mesure du possible. Tout le monde est d'accord. Mais vous savez, moi, je suis producteur de cerises. On nous a enlevé un seul pesticide. C'est une catastrophe pour toute la production. Un seul pesticide.
qu'on traitait une fois par an. Donc, franchement, je ne peux pas vous répondre, moi. Ça va se jouer au niveau européen, mais nous, notre position, c'est pas de réduction sans solution. Voilà, tout simplement. Au sujet de la personne qui a parlé du plafonnement des aides à la nouvelle PAC, nous, au MODEF, nous avons toujours été pour le plafonnement des aides. Et non pas des aides à l'hectare, mais des aides à la personne. Parce qu'une personne seule, qui a une très grosse exploitation et qui touche, on va dire, 300 000 euros, ça existe, hein, ou 400 000. Et après, il y a des GAEC où il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent et ils touchent 50 ou 60 000 euros. Donc, cherchez l'erreur. Il faut un plafonnement, il faut des aides minimum pour les petites exploitations, où qu'elles se trouvent. Et bien sûr, il faut un plafonnement, mais pas un plafonnement à 300 000 euros. Hein. Ça, on le demande depuis très longtemps. Il faut un plafonnement raisonnable. On est à 50 000 euros, c'est déjà beaucoup, mais il faut à tout prix un plafonnement. Parce que vous savez, en France, il y a des excès. Et puis la PAC, c'est dans tous les pays d'Europe. Vous savez ce qui se passe dans les pays de l'Est et compagnie, ou dans d'autres pays, je ne veux pas citer, et qui captent tous les fonds, pratiquement tous les fonds européens qui échappent à l'agriculture. Hein, parce que ce sont des sociétés qui, quelquefois, n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là, parce que nous, notre position depuis le début a toujours été simple. C'est une aide à la personne et non pas à l'hectare. Parce que quelqu'un qui travaille 10 hectares est autant méritant que celui qui en travaille 200 pour nous. Voilà. Il fait le même métier. Il a certainement plus de contraintes, plus de soucis. Donc, on ne voit pas pourquoi il toucherait moins que d'autres personnes. Voilà. Ensuite, au sujet de l'assurance récolte. L'assurance récolte a pris son envol, si je puis dire, avec la disparition du fonds des calamités agricoles. Le fonds des calamités agricoles, pour une fois, je vais exonérer le gouvernement qui était à l'époque, c'est la FNSEA qui l'a demandé. Ce n'est pas, beaucoup de gens ne le savent pas, ce n'est pas le gouvernement qui d'autorité a supprimé le fonds des calamités. C'est la FNSEA qui l'a demandé au niveau national. Donc bien sûr, le gouvernement s'est engouffré dedans. Et en compensation, finance une partie de l'assurance récolte. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les deux groupes qui assurent le monde agricole, c'est Groupama et le Crédit Agricole. Donc, vous êtes renseignés sur les questions agricoles. Il y a une franchise jusqu'à 30%. Ensuite, les assureurs paient un petit peu. Et s'il y a vraiment un gros dégât, c'est l'État qui paye. Cherchez l'erreur. Mais en tous les cas, la moyenne olympique, comme vous avez dit, très justement, ça nous impacte terriblement. Et lorsqu'on a eu un sinistre dans les 5 dernières années, c'est plus la peine qu'on s'assure parce qu'on ne touche rien. Voilà. Donc il faut une refonte totale de l'assurance récolte. Ça ne marche pas. Et le fonds calamité européen, en fait, c'était le fonds calamité qu'il y avait au niveau français. Mais ça, jamais personne n'en parle et jamais personne n'actionne, comme vous l'avez justement dit. Je prends le relais, j'espère qu'on répondra à toutes les questions. Sur les traités de libre-échange, ça a déjà été évoqué, évidemment, il faut stopper cette machine infernale. Et puis, j'oserais dire que, vous savez, au moment du GATT, quand c'est passé à OMC, l'exception agricole au niveau international a disparu. Ben, nous, au niveau du MODEF, on demande qu'au sein de l'OMC, l'exception agricole revienne. On ne peut pas assujettir les produits agricoles qui sont de la nourriture au même titre que quand on importe des voitures ou des roulements à billes ou des chaussettes, etc. Donc l'exception agricole doit prendre toute sa place dans les futurs accords au niveau de l'OMC. Voilà ce que l'on demande au niveau du MODEF. La bonne agriculture pour une Union européenne. Ben moi, je dirais revenons au traité de Rome, avec la préférence communautaire, la clause de sauvegarde, l'unicité des prix, l'harmonisation des charges, ce qui n'a jamais été fait depuis 60 ans, n'est-ce pas? Parce que si les premiers éléments du traité de Rome avaient été mis en place, on ne serait pas dans le bourbier dans lequel on est aujourd'hui. Si on avait eu l'harmonisation des charges, on n'aurait pas besoin de se soucier de la concurrence avec l'Espagne, avec les pays d'Europe centrale, avec les autres. Si on appliquait la clause de sauvegarde, quand effectivement on est en danger en France, ben, il n'y aurait pas de problème. Si on appliquait la préférence communautaire par rapport aux pays extra-communautaires, il n'y a pas de problème. L'unicité des prix, avoir les mêmes prix, mais c'est bon.
appliquons le traité de Rome dans toute sa dimension, notamment sur ces 4 éléments, le problème est réglé. Et puis en mettant un petit peu des contrôles aux importations, on l'a déjà évoqué. L'eau. Mais moi, pour être un irrigant depuis toute ma vie, mon père a déjà irrigué en 1949, quand il y avait une sécheresse historique, n'est-ce pas? Je crois que l'eau est indispensable à l'agriculture. Mais l'eau, dans quelle dimension? Effectivement, moi je crois qu'il faut stocker de l'eau, utiliser l'eau. Alors après, les nappes, bon voilà, il faut adapter par rapport au potentiel possible. Mais nous, on a une conception de l'irrigation au niveau du MODEF, allez, qui n'est pas compliquée. Pensons l'utilisation de l'eau en agriculture comme une assurance contre la sécheresse, mais non pas un moyen de surproduire. C'est que pas pareil. Comme une assurance contre la sécheresse. C'est-à-dire donner les moyens aux agriculteurs de garantir leur production, même pendant les périodes de très très dure pénurie, mais pas de passer à, moi je suis producteur de maïs entre autres choses, voilà, pas que, filet noisettes, etc. Mais pas le moyen de faire 150 quintaux de maïs à l'hectare, mais d'assurer 80 ou 100 quintaux de production. Je cite cette production, je la connais bien. Voilà. Une assurance contre la sécheresse. Et stockons de l'eau, effectivement, dans cet esprit, et par rapport aux productions vitales pour nous, que l'on a besoin. Notamment les fruits et légumes, l'arbre, etc., pas forcément les céréales. Alors, voilà. C'était très synthétique. Je ne sais pas si on a oublié... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur l'agriculture de montagne. Oui. C'est fini? Non, c'est moi. Vous me coupez la parole, hein, Président. Dans l'agriculture de montagne, bien sûr, dans la PAC, elle est aidée par les CHN, mais il est certain que l'agriculture de montagne est défavorisée par rapport à l'agriculture de plaine, et de plus en plus. Déjà pour l'élevage, par rapport à la prédation du loup. Ensuite, pour le manque d'accès à l'eau dans les zones de montagne. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose pour l'agriculture de montagne, parce qu'il y a une disparité de plus en plus importante entre les agriculteurs qui sont en zone de montagne et en zone de plaine. Ça, c'est un fait qu'on voit, et le changement climatique y est aussi pour quelque chose. Donc ce sont des petites exploitations, donc le fossé s'agrandit entre les disparités entre la plaine et la montagne, vraiment se font de plus en plus grandes. Donc je pense que dans la nouvelle PAC aussi, et aussi le gouvernement devrait faire quelque chose pour les zones de montagne. Parce que c'est quand même c'est compliqué de produire en zone de montagne. Bien, merci messieurs pour la clarté et l'énergie de vos interventions. On sent qu'il y a une motivation très forte. Un tout petit point, peut-être, parce que c'est venu souvent sur l'assurance récolte, parce que j'étais précédemment à la commission des finances en charge du but de l'agriculture, et j'ai fait une évaluation au printemps dernier, dans le cadre du printemps de l'évaluation, de l'assurance récolte. D'abord à mes collègues, elle est publique, donc vous pouvez la regarder. Hein, il y a quand même deux points sur lesquels je voudrais insister. Elle est loin d'être parfaite, c'est pour ça qu'on a fait une évaluation. En particulier sur le rôle des assureurs par rapport à la prise de participation de l'État, mais quand même, on est passé en un an de 20% à 30% des surfaces françaises assurées. Donc ça, c'est un succès. Ensuite, la deuxième chose, vous parlez des tarifs, mais 70% du tarif est pris en charge par l'État. Vous recevez ensuite un chèque de l'État sur le budget de l'agriculture. Enfin, elle doit être améliorable parce qu'on voit bien qu'il y a un effet d'aubaine sur cette participation de l'État au profit des assureurs. On a des accords. Voilà. Vous pouvez lire le rapport. Enfin, il est public. Hein. Je ne fais pas de la pub pour mes publications. Ça nous fait plaisir que c'est un effet d'aubaine pour les assureurs. Nous l'avions compris dès le départ. On va arrêter, mais on peut continuer à discuter en dehors ce qui Ceci dit, Président, en matière d'assurance, la question de solidarité donc, est très importante. Je crois que quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. Mais aussi, il faut, parce que l'État, bon, c'est normal, mais qu'il y ait une intervention forte de l'amont et de l'aval de l'agriculture qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos des agriculteurs, me semble, nous, au MODEF, nous semble très important. Fini pour cette semaine. Vous êtes libérés. Et on se retrouve quand ? La semaine prochaine, mardi, il y aura une audition après la déclaration de politique générale du Premier ministre, une audition de l'Union sociale de l'habitat sur un sujet logement qui sera peut-être décalée d'une heure en raison de la déclaration de politique générale. Surveillez vos mails. Elle est aujourd'hui planifiée à 17h30, c'est ça ? Et elle risque d'être reportée à 18h30.
Vous savez tout et vous serez informés par mail, tous les membres de la commission. Encore une fois, merci messieurs pour être venus jusqu'ici nous présenter vos objectifs pour l'agriculture française. Au revoir.